Bonsoir Philippe Etienne. Bonsoir. Ancien ambassadeur de France aux États-Unis, vous avez publié Le Sherpa, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire chez Talendier, le récit des premières années aux côtés d'Emmanuel Macron que vous avez passé en tant que conseiller diplomatique du chef de l'État, et toutes ces années que vous avez passé à assister à ces rencontres comme celle d'aujourd'hui au G7. On va en parler dans un instant, mais d'abord à 19h32, il est l'heure de retrouver notre séquence Vrai ou Faux comme chaque soir. Léa Soulevitz nous a rejoint. Bonsoir Léa, vous êtes intéressée à une information un peu surprenante et qui fait débat aux États-Unis. Justement, si l'accord sur le nucléaire est respecté par les Iraniens, Washington pourrait leur verser combien ? 300 milliards de dollars. Oui, absolument. Cette information, elle apparaît pour la première fois fin mai dans ce tweet du député iranien Messam Zahourian. Donc, il fait un résumé des principaux piliers de l'accord irano-américain et il évoque, vous le voyez, la promesse d'un programme de reconstruction de 300 milliards de dollars pour l'Iran en cas de signature d'un accord final. Alors, à première vue, on se dit que c'est dans l'intérêt des Iraniens de diffuser ce genre d'informations pour montrer qu'ils sortent gagnants de ces négociations avec les États-Unis. Donc, on peut avoir un doute sur la véracité de cette information. Mais progressivement, cette information, elle est reprise par plusieurs médias jusqu'à hier apparaître dans le Financial Times. Vous le voyez, l'administration Trump envisage un fonds de 300 milliards de dollars pour l'Iran si l'accord est respecté. Alors, cette citation, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Vous allez voir, il cite comme source, c'est dans le Financial Times, les hauts responsables américains et les personnes informées des négociations. Donc on n'est plus sur une potentielle propagande iranienne, on est vraiment sur une information apparemment confirmée en haut lieu côté américain. Oui, cette information, même le vice-président J.D. Vance a semblé la confirmer ? Oui, absolument. Hier, un journaliste de la chaîne américaine CBS a interrogé J.D. Vance sur ce fonds de 300 milliards de dollars. Écoutez sa réponse. C'est le genre de choses auxquelles les Iraniens pourraient avoir accès grâce au financement des pays du Golfe, à condition qu'ils respectent leurs engagements. Nous sommes donc tout à fait ouverts à ce que les pays du Golfe investissent dans la reconstruction de l'Iran, mais seulement si l'Iran met fin à son programme nucléaire. Alors là, ça semble tout de suite officiel et du coup, ça fait polémique au point que Donald Trump, il a réagi sur les réseaux sociaux. Je le cite, « L'Iran a renoncé à l'arme nucléaire. Par ailleurs, l'information selon laquelle les États-Unis verseraient 300 millions de dollars à l'Iran est une fausse nouvelle diffusée par les démocrates. » Bon, alors on voit qu'il se trompe un peu dans les chiffres, il a dit 300 millions, c'est 300 milliards. Bon, l'important c'est surtout que ça semble à l'opposé complet de ce qu'a dit son vice-président J.D. Vance. C'est ce que j'allais vous dire, Léa, on n'y comprend plus rien. Il contredit son propre vice-président ? Alors en fait, on voit surtout que Donald Trump, il est très embarrassé par cette information et quand on regarde vraiment de très très près, quitte à jouer sur les mots, on voit que il contredit pas vraiment J.D. Vance. Donald Trump, il dit pas que le fonds n'existe pas. Il dit que ce sont pas les États-Unis qui vont verser l'argent à l'Iran. Et d'ailleurs, ça, c'est confirmé par le Financial Times qui écrit, donc on revient à la citation de tout à l'heure, le fonds ne proviendrait pas des gouvernements et serait destiné aux entreprises désireuses d'investir dans ce pays de 90 millions d'habitants riches en ressources énergétiques. De nombreuses entreprises en Europe, en Asie, en Corée du Sud, au Japon et des entreprises américaines manifestent leur intérêt. Donc les États-Unis, ils envisagent bien la création d'un fonds qui pourrait atteindre 300 milliards de dollars pour reconstruire et développer l'Iran. Simplement, ce sera avec de l'argent privé, d'investisseurs privés. Donc si ce fonds est mis en place, je dis si, parce qu'avec Donald Trump, on n'est jamais sûr de rien, ça resterait quand même une victoire économique pour l'Iran. A priori, pas avec l'argent des contribuables américains. Ça, c'est quand même beaucoup plus défendable politiquement pour Donald Trump. Merci beaucoup Léa Soulevitz. On rappelle le rendez-vous hebdomadaire avec toute l'équipe de Vrai ou Faux. Le samedi à midi. Merci Léa. Philippe Etienne, Donald Trump, il va acheter la paix ? C'est un problème politique pour lui, parce qu'il a retiré les États-Unis de l'accord qui existait avant, et qui avait été signé par Obama en 2015. Il avait dit « cet accord est horrible, je sors les États-Unis », c'était en 2018. Et ce qu'il reprochait notamment à cet accord, c'est que dans cet accord, on avait rendu aux Iraniens beaucoup d'argent, qui était gelé, qui était sous sanction. Et cet argent, disait Trump, avait servi aux Iraniens à financer tous les mouvements de la région, le Hezbollah, enfin tous ces mouvements qui sont ce qu'on appelle les proxys, les alliés des Iraniens et qui sont les adversaires d'Israël notamment. Voilà, donc là, il a maintenant
la volonté de faire un accord et doit montrer que c'est un accord meilleur que celui d'Obama. Et c'est pas évident, parce qu'en plus, il y a le détroit d'Ormuz, qui était ouvert à l'époque d'Obama. Et donc, c'est là où les 300 milliards sont intéressants, parce qu'on retrouve la logique de cette administration, notamment de ces négociateurs, qui sont des businessmen, Witkoff et compagnie, qui, eux, manient ces concepts et veulent faire intervenir des entreprises d'autres pays. Et pour eux, c'est une façon de dire, voyez, nous, on ne va pas faire comme Obama, on ne va pas donner plein d'argent aux Iraniens qui pourront faire ce qu'ils veulent, y compris les pires choses, faire des bombes nucléaires, aider des mouvements terroristes, etc., massacrer leur peuple. Nous, on va faire intervenir de l'argent privé, on va le faire travailler pour des projets d'infrastructure. Alors, dans la réalité, il va quand même y avoir un problème sur les fonds gelés, sur les sanctions. Mais bon, voilà, c'est quand même, comme vous le disiez, une façon de contourner un peu ces difficultés. Et attendez, quand il écrit ils arrêtent le nucléaire, ça sort d'où? Alors, l'Iran, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que... Indépendamment du fait qu'il se trompe dans le chiffre et le nombre, et qu'on explique que c'est des entreprises, il n'y a aucun engagement de cette nature pour l'instant. Non, mais l'Iran a toujours dit, c'est même une fatwa depuis la révolution islamique, que l'Iran ne veut pas avoir la bombe nucléaire. D'accord. Bon, ça, c'est ce qui est dit. Dans la pratique, c'est pas évident quand on voit les degrés d'enrichissement de l'uranium, mais en tout cas, c'est pas une nouveauté d'obtenir de l'Iran une déclaration disant que on n'aura pas la bombe nucléaire. Dans la bouche de Donald Trump, alors qu'il passe son temps à mettre ça en avant, comme Netanyahou le mettait en avant, en disant on veut interrompre leur progrès. C'est quand même... Le problème, c'est effectivement comment on va négocier dans la deuxième phase de 60 jours qui doit s'ouvrir vendredi prochain, après la signature de ce fameux mémorandum, plus électronique mais signature réelle. Comment est-ce qu'on va négocier en 60 jours sur le nucléaire? Qui a pris 15 ans. Hein. Ça avait pris... Alors, la négociation avait commencé en 2003 pour aboutir en 2015, mais la vraie négociation de l'accord de 2015 avait duré au moins 2 ans. Donc, il y a un problème de crédibilité et il faut sans doute prévoir différentes étapes. De crédibilité de quoi? De l'accord, parce que des négociations? C'est une matière très technique. Crédibilité de la possibilité de trouver un accord en 60 jours? D'y arriver en 60 jours, voilà. Donc, moi, j'imagine que, comme d'ailleurs ça s'est fait dans d'autres occasions, il faudra des étapes. Mais ce qui est très important, c'est que cet accord, ce futur accord sur le nucléaire, soit crédible en termes de contrôle. C'est-à-dire que les engagements que les dirigeants iraniens vont prendre soient surveillés. Et pour ça, il y a une agence, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle en était où, la IEA? Parce qu'elle faisait ses inspections avant. Elle avait un pouvoir d'inspection. Elle a été sortie du pays, évidemment, par l'Iran. Et donc maintenant, il va y avoir toute une négociation, non seulement sur le devenir de ce stock d'uranium enrichi à plus de 60%, qui est quelque part en Iran sous la terre, hein. On parle de le diluer, peut-être en Iran même. Bon. Ensuite, il va y avoir les engagements que l'Iran va prendre pour ne pas reprendre un programme nucléaire qui serait de nature à le conduire à l'arme nucléaire. Et enfin, donc, est-ce qu'il a quand même droit à un peu d'enrichissement niveau nucléaire civil comme dans l'accord de 2015, ou pas du tout d'enrichissement? Et enfin, comment on contrôle ça? Comment, notamment, l'agence internationale contrôle. Ça veut dire que la crédibilité de cet accord ou de ce protocole d'accord, elle passera nécessairement par un retour du multilatéralisme? L'agence internationale à l'énergie atomique, c'est ça? Oui, mais d'ailleurs, cette agence est sérieuse et je ne pense pas qu'elle soit... elle fait pas partie des organisations multilatérales dont les États-Unis de Donald Trump se sont retirés. Hein. C'est une agence qui est le seul, d'ailleurs, le seul opérateur, la seule institution qui a un mandat pour faire ces vérifications. Est-ce que vous pensez qu'in fine, même si vous dites que ça va prendre beaucoup de temps, qu'on reviendra à quelque chose qui sera moins bien que l'accord sous Obama, c'est-à-dire le vieil accord dénoncé par Donald Trump, ou que ça sera mieux ou équivalent? En gros, tout ça, pourquoi? Eh bien, d'abord, moi, je ne le sais pas, mais je vois à peu près les paramètres qui permettraient de dire que c'est à la fois mieux ou moins bien. C'est plus rassurant. De quoi parle-t-on dans les commentaires, les rumeurs? On parle, à défaut d'obtenir des Iraniens l'arrêt de toute activité d'enrichissement, on parle d'un gel des activités d'enrichissement pendant X années. Voilà.
Je ne sais pas si ce sera ça le deal. Mais, 5, 10, 20... Voilà. Donc, comme je le disais, il y a le sérieux des vérifications, le pouvoir, l'intrusivité des inspections possibles de l'AIEA, il y a le devenir de ce stock, il y a non seulement le degré d'enrichissement qui serait un jour possible, mais aussi les technologies d'enrichissement, les fameuses centrifugeuses qui seraient autorisées. C'est pour ça que cet accord de 2015 était très complexe, très techniquement fouillé. Et c'est pour ça qu'il va falloir quand même à un moment entrer dans ces détails aussi. Qui a gagné quoi dans cette guerre, Philippe Etienne, pour vous? Alors, on voit surtout qui a perdu. Et tout le monde a perdu, en fait. Tout le monde a perdu. Le monde entier. L'effet de cette fermeture du détroit d'Ormuz est quand même très négatif. Pour les pays d'Asie, il a été terrible. Pour nous, on en subit quand même les conséquences. Donc, et l'Iran n'est pas le grand gagnant? Et l'Iran a été largement détruit quand même, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu des destructions terribles avec les bombardements. Alors, surtout des installations militaires, certes, mais pas seulement. Donc, tout le monde en sort amoindri. Et la question, c'est aussi dans l'avenir, quel sera le cours que va prendre le gouvernement de l'Iran. Il a découvert un pouvoir de nuisance sur le détroit d'Ormuz. En même temps, il va devoir reconstruire son pays, d'où cette discussion sur le fond. Et il est affaibli aussi parce qu'il est entré dans cette guerre extrêmement impopulaire, après avoir massacré sa propre population. Donc il y a beaucoup d'interrogations, mais c'est vrai que le régime iranien a survécu. La question est de savoir s'il a survécu tel quel, comme il était avant. Sans doute pas, parce que s'il y a des brèches. Il a été décapité. On observe que les gardiens de la Révolution sont vraiment aux manettes. On voit un peu moins le pouvoir religieux. On voit que dans l'Iran d'aujourd'hui, il y a des critiques de gens encore plus radicaux contre l'accord. Donc il y a des débats aussi. Est-ce que ce régime est capable d'évoluer? En tout cas, il a réussi, et ça c'est une victoire pour lui, à survivre. Et pour les États-Unis, ce pays que vous connaissez bien, donc pour y avoir été ambassadeur de France, c'est une défaite stratégique? Alors, moi, je me méfie de ces grands mots tant que je n'ai pas vu le résultat. Je pense que un pays, sans doute, a tiré son épingle du jeu, et ça, pour les États-Unis, c'est important, parce que c'est la compétition stratégique majeure, c'est la Chine. Et que les États-Unis ont utilisé du crédit, notamment vis-à-vis des pays de la région, qu'ils ont protégés, mais dont ils n'avaient sans doute pas prévu qu'ils seraient attaqués ainsi par l'Iran, des pays du Golfe. Donc, les États-Unis vont devoir d'abord mettre en place cet accord. Au plan de la politique intérieure, il y a un coup pour le président Trump, avec les élections midterm. Est-ce qu'il va réussir à ce que les prix redescendent? C'est pas du tout évident, ça prend du temps. Et au plan extérieur, les États-Unis ont montré leur puissance, mais vont devoir aussi reconstruire dans la région et au niveau global leur politique. Est-ce que, par exemple, ils vont obtenir le même degré d'alliance des pays du Golfe? Est-ce que les pays du Golfe ne vont pas chercher à multiplier... Aller voir ailleurs pour être sûr que ça sera... En espérant que ce serait mieux. Sûrement pas se détacher de la protection américaine, mais aller voir ailleurs, c'est-à-dire en Chine, développer des relations qui existent déjà avec la Chine. Vous voyez, il y a toute une série de réorientations. Cette guerre ne va pas laisser le monde tel qu'il était avant. Cette guerre ne va pas laisser le monde tel qu'il était. Le monde, il est réuni, une partie du monde, les plus puissants en ce moment à Évian. C'est le G7, vous avez participé. J'étais le Sherpa du précédent G7, voilà. Il y a 7 ans, du G7 français à Biarritz. Donc vous connaissez par cœur je sais ce que c'est qu'un G7. De rendez-vous, quand vous voyez les images qui nous arrivent depuis hier, les déclarations, les poignées de main, quel regard vous portez? Alors d'abord, ce que je trouve bien dans ce G7, c'est la combinaison entre un G7 qui est dans l'esprit d'origine, celui imaginé par Valéry Giscard d'Estaing, le président Gerald Ford, le G6 créé en novembre 1975 à Rambouillet, où c'est vraiment une discussion entre les leaders.
sans un très long communiqué dont il faut négocier les virgules et le paragraphe 62. Bon, ça, c'est très bien. Et en plus, là, il y a les deux gros sujets. Le G7 arrive à un moment où il y a deux très gros sujets qui sont mûrs pour ces vraies discussions politiques. Iran-Ukraine, oui. La deuxième chose qui est bien, c'est qu'il y a d'autres dirigeants qui viennent, et on les a vus sur la photo de famille. Et donc, il y a notamment il y a la Corée, il y a le Kenya, puis il y a des pays du Golfe qui sont arrivés, puis l'Égypte, mais il y a notamment le Brésil et l'Inde. Et le Brésil et l'Inde, c'est deux poids lourds des BRICS. Donc, ce G7 n'est pas de nature à aggraver la coupure entre les pays occidentaux, y compris le Japon, qu'on appelle occidental pour cette raison, parce qu'il est membre du G7, et le reste du monde. Au contraire, la présence de Narendra Modi et de Lula est extrêmement importante. Est-ce que manifestement dans l'attitude, dans tout ce qu'on a vu, je ne parle pas simplement du protocole et d'Emmanuel Macron qui ne va pas accueillir Donald Trump, mais qui non seulement accueille Volodymyr Zelensky, mais se promène avec lui assez longtemps, veut dire qu'il y a en gros que l'Ukraine en sort, premièrement, un peu gagnante, en donnant l'impression qu'il y a une grosse pression des Européens et assimilée pour l'aider, et que deuxièmement, on a obtenu un peu de Trump qui se... Oui. Alors, est-ce que c'est des petits mouvements qui sont, franchement, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, ou est-ce qu'on croit, au contraire, on a l'impression que notamment le fait de recommencer les sanctions sur le pétrole, puisqu'elles avaient été levées à cause du détroit d'Ormuz, momentanément sur les Russes, est-ce que ça va vraiment bouger quelque chose? Je dirais oui, peut-être, mais parce que l'Ukraine s'est renforcée sur le terrain et a augmenté sa crédibilité. Voilà. Parce que sinon, c'est vrai qu'on a assisté à des mouvements de va-et-vient de la position américaine. Et là, effectivement, le débat à Évian, c'est alors que le président Trump dit qu'il se réinvestit sur l'Ukraine, de l'amener sur des positions qui permettent de terminer la guerre en respectant la souveraineté de l'Ukraine. Vous croyez que c'est significatif? Et le fait qu'il ait accepté de voir Volodymyr Zelensky, il l'avait vu ce matin une première fois, et est-ce que c'est des réjouissances prématurées ou Moi, je pense que c'est prématuré d'en tirer des conclusions. Excusez-moi. Vous savez quoi? On va écouter Donald Trump qui nous parle de Versailles, parce qu'on avait envie de vous interroger sur Versailles également. On va vous apporter un petit verre d'eau en attendant. Donald Trump, donc, est invité à dîner demain soir par Emmanuel Macron à Versailles, et il en est ravi. J'adore les beaux endroits. Je devais partir dans l'après-midi et le président français, qui se trouve être un homme très gentil, m'a invité à dîner à Versailles. Et Versailles, c'est pas du plaqué or. Versailles, c'est du lourd. Alors j'ai dit, j'aimerais le faire. je tousse tout le temps. Voilà, Versailles, c'est pas du plaqué or. Versailles, c'est du lourd. On se demandait au début de semaine si Emmanuel Macron avait bien fait d'inviter ainsi Donald Trump et lui offrir des marques ainsi de reconnaissance, alors que bon, il n'a pas toujours été tendre avec nous ces derniers temps. Il a bien fait, d'autant plus quand vous voyez la réaction de Donald Trump aujourd'hui. Non, je crois qu'il l'a bien fait, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette réunion à Versailles, c'est une réunion pour commémorer le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. C'est pas en soi une partie du G7. C'est très important. Pour le bicentenaire, le président Giscard d'Estaing avait été aux États-Unis à voir le président Ford. Vous savez le rôle très important que la France a joué dans l'indépendance des États-Unis. On ne pouvait pas imaginer que cet anniversaire, ce 250e anniversaire, passe sans un rappel au plus haut niveau du rôle que la France a joué. Et pourquoi Versailles? Parce que c'est dans le château de Versailles, entre 1776 et 1778, avec Benjamin Franklin, qui arrive en décembre 1776 à la cour de Louis XVI, c'est là que se négocie l'alliance franco-américaine. Oui, mais ça, c'est un peu de l'habillage. Non. On va essayer de dire qu'on n'est pas en train de lui faire un bal masqué. Justement, je ne suis pas d'accord avec vous. Peut-être parce que je suis passionné par l'histoire. Je pense que l'histoire, ça compte, ça nous engage, et que c'était très important de rappeler de marquer cet anniversaire. Alors, il est marqué de beaucoup d'autres manières. Il y a plein de manifestations. La patrouille de France a survolé New York il y a quelques jours.
On a beaucoup d'événements organisés autour de Lafayette, mais au plus haut niveau, au niveau des chefs d'État, c'est important de le manifester et à l'endroit même où ça s'est joué. Alors après, que ce soit fait juste après le G7, c'était aussi pour des raisons pratiques. Non, Il mais fallait c'est juste pour lui profiter. rappeler qu'il est un peu aussi... normalement, il nous aime bien et normalement, il nous doit un peu quelque chose. Et pour montrer que nous aussi, on est attachés aux États-Unis. Donc Voilà. ça tombe très bien. Et en plus, vu sa personnalité, s'il avait été reçu au Resto U, ça aurait été moins bien. Oui, mais Non. même si ça avait été quelqu'un d'autre, on l'aurait pas reçu au Resto U parce que c'est Versailles. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je reconnais que, bien sûr, ça tombe assez bien après le G7, et tant mieux, mais je voulais quand même remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire expliquer pourquoi ce dîner et pourquoi aussi Versailles. Et on se rappelle quand même que lors du dernier G7, Donald Trump avait pris la poudre d'escampette avant la fin. Il part souvent avant la fin. Donc c'est aussi malin d'avoir organisé ce dîner à ce moment-là. C'est une manière de le contraindre de rester jusqu'au bout. Non, mais pas le contraindre. Je pense que c'est un sous-produit. C'est ça où je sais pas si je vais vous convaincre, mais je pense que cet anniversaire est important. Mais effectivement, ça a aussi l'avantage de donner un programme complet au président américain, le G7 et ensuite cet anniversaire. Une autre question, c'est que peut-être vous ne pourrez pas répondre. Est-ce que vous pensez qu'il y a une hypothèse dans laquelle, dans 60 jours, après la signature vendredi du protocole ou du mémorandum, je ne sais plus comment on doit dire, est-ce que ça peut capoter? Alors vous allez me dire tout est toujours possible. Bien sûr. Est-ce que vous considérez que le fait que Trump semble passer sur un certain nombre de choses, de découper un peu les problèmes de manière à pouvoir dire, en gros, Hormuz est libéré, donc après le reste, on s'arrangera. Est-ce que vous pensez que ça donne une chance à cet accord d'être signé dans 60 jours? Ou est-ce que vous diriez c'est 50-50? On va voir. Non, je pense qu'il y aura une vraie négociation qui a été anticipée par des contacts sur le nucléaire. Je pense qu'il y a une volonté des deux côtés, mais contestée dans chaque pays par des gens qui ne sont pas d'accord. Je pense que ça va être très compliqué de tout boucler, comme on le disait tout à l'heure, en 60 jours. Et enfin, c'est vrai qu'il y a des risques de dérapage. Et il y a notamment un élément dont on n'a pas encore parlé, qui est le Liban et Israël. Parce que, et heureusement, le Liban profite un peu de cet accord avec un cessez-le-feu qui s'étend au Liban. Mais c'est vrai que pour le gouvernement israélien, ce n'est pas très satisfaisant, puisque ce n'était pas le choix qui avait été fait. Pour nous, en France, qui sommes très attachés à la souveraineté du Liban, et avec la mission que le président de la République avait confiée à Jean-Yves Le Drian, c'est très important de pouvoir reprendre ce fil politique au Liban, de pouvoir consolider la souveraineté du Liban. Mais on voit bien que ce soit au Liban ou même ailleurs, en Iran, il peut se passer des choses, en effet. Il peut se passer des choses qui contrecarrent cette volonté de négocier. Et donc, moi, je ne peux pas vous dire qu'il est certain qu'on va arriver à un accord. Non, mais c'est en bonne voie, vous diriez-vous? Ce qu'on constate, c'est que les deux côtés une volonté voulaient de toute façon un accord, mais n'arrivaient pas à trouver les paramètres parce que chacun voulait apparaître comme le gagnant. Voilà. Donc là, ça a pris du temps. Il y a quelque chose, il y a un processus qui a commencé depuis dimanche. Et sur l'autre gros sujet, l'Ukraine, vous avez dit là aussi les discussions, le moment. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment parce que. C'est le moment pourquoi? Parce que le rapport de force a changé. Mais c'est le moment pourquoi? Et donc, pour discuter, c'est le moment pour négocier. C'est le moment pour, et c'est ce qu'ont fait les dirigeants du G7 européens, les Européens, pour dire au président américain, écoute, maintenant, il faut faire pression, y compris par les sanctions sur le pétrole et le gaz, il faut faire pression sur Vladimir Poutine pour qu'il accepte l'accord. Quelle est la différence? Comment il accepte le cessez-le-feu sur la ligne de front et qu'il ne réclame pas des concessions territoriales supplémentaires à l'Ukraine, c'est-à-dire la cession de l'ensemble du Donbass. Donc c'est important de voir si le président américain est prêt à se rapprocher, à reconverger avec les dirigeants européens pour
faire pression sur l'Ukraine, mais encore plus sur la Russie, au moment où la Russie est quand même dans une situation militaire moins favorable, moins supérieure face à l'Ukraine. Et quand il se dit prêt à rétablir les sanctions contre le pétrole russe, parce que maintenant le pétrole coule à flot, d'après les propos de Trump, ça vous paraît sérieux ou ça vous paraît relever du Trumpisme, je ne sais pas si on peut dire habituel, on sait pas quand ça mais voilà. Non, en fait, est-ce qu'il peut encore changer d'avis dans 2 heures ou dans 2 jours? Bien sûr, avec lui, bien sûr. Mais il y a quand même, surtout en fonction des contacts qu'il aura avec la Russie, mais il y a quand même quelque chose de précis. Vous savez qu'à cause de la crise dans le détroit d'Ormuz, l'administration américaine avait, c'est ce qu'on appelle un waiver, avait pris une décision de suspension de certaines sanctions sur la Russie pour remettre un peu plus de pétrole sur le marché. Et ce waiver est limité dans le temps. Donc, il suffit à l'administration américaine de ne pas le renouveler. Donc c'est une décision importante, parce que ça remettra un peu de pression sur le président russe pour terminer la guerre avec l'Ukraine, qui, comme le président Trump le dit, là tout à fait justement, continue 4 ans et demi, pratiquement, après le début de cette guerre, à faire énormément de victimes. Merci beaucoup, Philippe Etienne, d'avoir été notre invité. Merci à vous. Ce soir, merci Nathalie. Le JT Monde, dans un instant.